Bonjour à toutes et à tous. Je sais pas si... ouais, on parle pas trop près du micro. Du coup, moi, c'est Jessica Launay. On va se présenter chacun. Bah oui. Oui, d'accord. D'abord, une petite introduction. On est tous bénévoles. On a bossé la présentation cette nuit. Je pense qu'on ne sera pas du tout au niveau de la qualité que vous avez l'habitude d'avoir probablement les vendredis. Excusez-nous. Euh, donc voilà, oui, on va peut-être commencer par se présenter. Donc moi, c'est Guillaume Léotard. Je suis botaniste installé en Guyane depuis 17 ans. Je travaille à mon compte. Je bosse sur différents aspects de la botanique et notamment un petit peu sur les bases. Donc, je m'occupe notamment de l'inventaire de la flore de Guyane que je réalise pour le Muséum d'histoire naturelle et notamment via TaxRef. Et puis, voilà. Rémi Giraud, je suis aussi botaniste indépendant. Je suis en Guyane depuis 2004. J'ai travaillé sur les listes d'espèces exotiques envahissantes, sur les listes d'espèces protégées, les listes d'espèces de zones humides. Enfin voilà. Et sinon, je suis aussi engagé dans le monde associatif environnemental, notamment avec Guyane Nature Environnement et ou le réseau Graines sur l'éducation à l'environnement et au développement durable. Et du coup, avec toutes ces casquettes, on contribue bénévolement aussi à mettre en place ce, cette initiative. Et donc oui, pour plus recontextualiser, donc moi je suis, donc on est là en tant que bénévole, mais sinon au niveau professionnel, je suis chargée de mission intégration de la biodiversité pour les services de l'État, donc à la DGTM. Mais on fait vraiment ça d'un point de vue bénévole. On est une dizaine à peu près à être actifs là-dessus. Donc la première, on va peut-être démarrer la présentation du coup. Hop, ah ouais, ok, merci. Hop. Donc voilà, on a divisé ça un peu en trois parties. Donc présenter le City Nature Challenge, l'événement en tant que tel, historique et comment c'est passé, la mise en place ici en Guyane. Les sciences participatives un peu plus en général, mais avec surtout un focus sur Inaturalist, comment ça fonctionne. Et enfin, un projet donc Fleur de Guyane qui est sur Inaturalist. Mais voilà, on va vous, donc voilà, donc en petit historique, donc l'objectif à la base, donc ça a été mis en place aux États-Unis, donc c'était en 2016 entre Los Angeles et San Francisco, c'était porté par le Muséum d'histoire naturelle et l'Académie des sciences. Donc c'était un petit peu de jouer sur la rivalité un peu historique des deux villes et du coup c'est donc les deux personnes qui étaient chargées des sciences participatives qui ont mis ça en place. Pour la première édition, il y avait plus de 20 000 hops, dont certaines espèces qui n'avaient jamais été vues sur certains secteurs en zone plutôt urbaine du coup. L'engouement était vraiment immédiat. Du coup, ils ont élargi ça au niveau national en 2017. Puis en 2018, ça a passé le niveau international. Donc voilà, il y a plusieurs objectifs. Donc c'est d'abord d'une part de sensibiliser à la biodiversité, d'essayer de connecter un petit peu les gens avec leur environnement, d'améliorer aussi les connaissances. Donc nous, en Guyane, ce qui nous a aussi poussé à faire ça, c'est de donner un coup de pouce aux atlas de biodiversité communale. Ensuite, c'est aussi des aides à la décision. Comme en Guyane, on a beaucoup de lacunes sur certains, enfin voilà, au niveau des espèces, au niveau de leur répartition, bah, ça peut aussi donner un coup de pouce là-dessus. Et aussi, c'est de faire un peu du lien entre nous tous, c'est-à-dire que là, par exemple, dans les bénévoles, on est soit issus du monde associatif, des réserves naturelles, services de l'État, des bureaux d'études. Et en fait, voilà, ça fait une petite synergie. On se retrouve là depuis quelques mois, une à deux fois par mois pour discuter de tout ça, planifier. Et après, on va faire des sorties ensemble. Et pourquoi on se retrouve là aujourd'hui? C'est parce qu'on s'était dit qu'on essaierait de communiquer un peu plus auprès des étudiants. Donc, on est à la deuxième édition. On a fait un petit mot à Cayenne et à Kourou. Cayenne ne nous ont pas répondu. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve là aujourd'hui. Et sinon, juste pour compléter, je crois que tu l'as pas dit, c'est 8 jours de compétition. C'est en gros, donc l'idée, c'est de produire de la donnée le plus possible et donc de déposer ces données sur cette plateforme naturaliste. Voilà, donc le plus de données, essayer d'observer le plus d'espèces possible et de, euh, de mobiliser le plus de personnes possible. Donc voilà, ça c'est un peu le résultat des éditions à l'échelle mondiale. Donc on voit bien comment ça a été crescendo d'année en année. Donc 2024, il y avait plus de 690 villes, territoires qui ont participé sur plus de 51 pays. Il y a eu 2,4 millions d'observations et voilà, 65 000 espèces et puis voilà, 83 000 observateurs. Donc c'est un peu, voilà, ça montre un petit peu comment, enfin l'envergure que ça a pris vraiment très rapidement.
Donc nous, pour notre première participation, on avait décidé de faire ça plutôt centré sur l'île de Cayenne, parce qu'on avait pris ça au pied de la lettre, c'est-à-dire que défi nature urbaine, on s'est dit, bah, on va quand même se focaliser sur les villes les plus urbanisées et qui étaient à notre échelle, parce qu'on habite sur Cayenne, et on s'est dit, bah, on va commencer petit à petit avec le réseau associatif qu'on connaît, et avec l'ABC de Matoury qui était en cours et qui n'avait pas beaucoup de moyens, pas beaucoup de financement, c'était sur qu'une année et demie, donc on s'est dit que c'était un peu l'occasion. Donc voilà, en termes de résultats, en 4 jours, du coup, on a fait 10 000 observations sur 2352 espèces. On a réussi à mobiliser 124 observateurs. Donc voilà, c'était de la communication un peu confidentielle. Comme on n'est que sur du bénévolat, on n'a pas de moyens, on n'a pas d'association, on n'est pas structuré spécialement. Donc en fait, c'était un peu enfin, comment dire, du bouche à l'oreille. Voilà, il n'y avait pas de grosse médiatisation autour de ça. Il y a aussi, alors il y a 124 observateurs, mais il y a aussi beaucoup de gens derrière qui contribuent Ouais, j'aurais dû rajouter des à identificateurs. Ouais. identifier aussi toutes ces C'est toute une observations. partie qui est compliquée aussi derrière. Il Il y suffit a pas de saisir beaucoup les de données. personnes. Voilà. Donc il y a beaucoup, enfin la majorité, enfin 58% c'est la flore. Il y a eu 330 nouvelles espèces sur la liste des plantes connues, mais que sur Inaturalist, hein, pas toutes les bases en général. Donc ça a été un vrai boost pour l'ABC de Matoury. C'était quand même plus de 4736 observations, donc c'était pas anodin. Par contre, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de groupes où on avait des grosses lacunes de connaissances, on n'était pas en capacité d'identifier, et du coup, soit du fait de la qualité des photos, soit du fait qu'en fait, on a pas, enfin, il y a plein d'espèces, on ne sait pas On exactement. manquait énormément de spécialistes On manquait de spécialistes, voilà, c'était pour la flore, on est en gros on est bon et pour les vertébrés, on est bon. Par contre, voilà, certains groupes d'insectes, ça marche, mais la plupart, c'est très compliqué. Les champignons, les araignées et les mollusques, c'est vraiment des groupes orphelins pour lesquels on a une biodiversité très importante, mais qu'on n'arrive pas à valoriser, en tout cas dans le cadre, dans ce genre de cadre. Après, les données sont quand même collectées et prises, c'est juste qu'on n'a pas d'identificateur. Du coup, c'est quand même des données qui sont stockées pour plus tard si quelqu'un veut s'en saisir éventuellement. Donc, c'est quand même capitalisé. Donc il y a une espèce exotique envahissante qui a été trouvée, donc c'était sur la zone Collery, sauf qu'en fait on ne l'avait pas identifiée à ce moment-là, c'est arrivé 8 mois plus tard où en fait quelqu'un a revu à nouveau cette espèce et est revenu sur l'identification qu'il y a eu pendant le CNC. Donc on verra cette année si on le retrouve. Un bon exemple de données qui est ouais, capitalisée, qui peut ressortir après, quoi. Donc voilà, il y avait donc 5 participants au niveau français, donc on a fini premier pour le nombre d'espèces et le nombre d'observations. 32e place sur 690 pour le nombre d'espèces au niveau mondial. Euh, le truc, c'est que bon, on pouvait pas trop concurrencer sur l'aspect mobilisation du coup des gens, puisque c'est bon, Il y a c'est il y a des compliqué. très gros joueurs hein, à Mm. l'échelle mondiale. N'hésitez pas oui, à poser des questions. Ah, le podium est très rigolo, hein. La première place depuis des années maintenant, Ouais, c'est vrai ça qu'on l'a pas mériterait mis ça. presque Ouais. de vous faire deviner qui c'est tellement c'est drôle. Alors, la question, c'était qui était dans le podium? Ouais, oui. Donc les premiers, en fait, c'est extrêmement surprenant, c'est La Paz en Bolivie. Donc là, voilà. Et sur tous les podiums, enfin les trois Ça- critères, on va dire. ouais, ils sont extrêmement forts. C'est vraiment un résultat qui interroge au niveau mondial parce que en réalité, ils sont pas forcément extrêmement présents sur iNaturalist. En tout cas, pas au-delà de ça. Et il manque énormément de compétences en local. C'est vraiment pas un pays où enfin, à l'échelle de l'Amérique du Sud, c'est le parent pauvre du naturalisme. Et en fait, ouais, tu l'expliqueras peut-être mieux que moi, mais Ouais, bah après, il y a des stratégies où en fait ils imposent, où c'est fortement encouragé auprès des administrations, des collectivités et de l'État, où ils obligent les agents fédéraux à participer pour essayer un peu de changer aussi l'image. Enfin, il y a des ateliers qui sont menés, d'identification aussi, avant-après. Enfin, ils donnent énormément de moyens pour que les personnes se saisissent de l'outil. Et donc voilà, il y a une sorte, il y a des petites stratégies comme ça de ce qu'on a cru comprendre un peu de loin. Est-ce que quelqu'un a mené l'enquête et a mis sur un forum Inat, mais pourquoi la place, ils s'en sortent aussi bien? Et en fait, c'est que il y a vraiment des moyens qui sont donnés, beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'ateliers, qui est presque une obligation pour certaines administrations de participer. et sinon enfin oui, pour les suivants, j'ai plus en tête exactement qui a, mais en gros, c'est des ensuite, à part cette exception de la passe, on est essentiellement sur sur les grandes capitales mondiales, quoi,
Donc je sais que par exemple Vienne s'en sort extrêmement bien. Donc on n'est pas du tout sur des zones tropicales ou équatoriales où pourrait se dire que pour Cayenne c'est facile, on a une biodiversité énorme. Évidemment c'est beaucoup plus simple pour nous que pour Paris. En réalité on parle souvent de ce plafond de verre qu'on a qui correspond aux limites de la connaissance. Nous on peut pas identifier une bonne partie de nos insectes, nos champignons, tout ça, alors que à Paris qui eux jouent sur le territoire de L'Île-de-France. l'Île-de-France, de la région Île-de-France, et ben derrière, au niveau identification, ça peut suivre beaucoup plus. Et à Vienne, typiquement, ça m'a marqué ça. L'année dernière, on voyait qu'ils étaient organisés Dans des labos et tout pour dans les des labos avec, identifications. avec des Voilà, dizaines de personnes sous des binoculaires et tout ça pour tirer au maximum leur épingle du jeu. J'ai une question par rapport à la délimitation du territoire autour des villes, parce que c'est City Nature Challenge, donc je suppose que ça se situe autour des villes et que est-ce qu'il y a un nombre de kilomètres, une zone prédéfinie non. Non, c'est Donc, vraiment très libre. En fait, il laisse à chaque territoire la liberté de faire comme on l'entend. Et c'est vrai que nous, au tout départ, on était resté sur l'aspect urbain et périurbain. Et alors qu'en fait, il y a des territoires qui sont vraiment énormes, des régions entières et qui sont pas forcément en ville, quoi. Donc c'est enfin, Ouais, le côté compétition, en fait, c'est vraiment un challenge histoire de motiver les troupes, hein. On n'est pas là enfin, on était content d'arriver à la 32e place pour le nombre d'espèces, mais enfin, voilà, c'est pas la réalité, c'est pas ça qui motive. Et du coup, l'idée de standardiser des tailles de territoire et tout ça, en c'est réalité, hyper tout le variable en monde s'en fait. fiche. Ouais. Pareil sur les Brésil, Argentine, tout ça, la plupart des CNC qu'il y a, les superficies, c'est carrément les États. Mm. Donc, près de chez nous, là, on a par exemple Boa Vista. Du coup, le CNC de Boa Vista, c'est l'ensemble de l'État du Roraima. Et ouais, pour la plupart des territoires brésiliens et argentins, c'est la même chose. Voilà, donc nous, on était l'année dernière sur un très petit territoire, l'île de Cayenne. On a Toury, Rémire, Cayenne, et c'était vraiment. Donc voilà un peu la répartition des données. Ce qu'il y a. Ah, pardon. Ouais, mais juste, ouais, je sais bien que vous n'êtes pas compète et ceux qui l'organisent ne sont pas compètes, mais je pense que le maire de Cayenne ou le président de la CTG, si on lui sort qui peut avoir un rayonnement comme ça Bah, international, c'était un peu notre. ça va leur mettre des étoiles dans les yeux, hein, ça c'est clair. Et du coup, je pense que si on peut prendre toute la Guyane, ça pourrait être marrant d'essayer au moins une année de le faire à fond, un peu Ouais. plus institutionnalisé, quoi. Bah, nous, ouais, c'est vrai que notre. 32e sur 4 jours avec un territoire comme Cayenne, si on commence à prendre un peu plus que juste le littoral guyanais, Ouais. ça pourrait être marrant d'arriver dans les 10 premiers quand même. Puis là, Oui, ça, c'est c'est des sûr que trucs nous, qui on vont était très afficher. fiers, on était très fiers de ce Ouais, ouais. résultat, hein. Mais oui, oui, ça fait partie de nos objectifs. Après, on a commencé, comme on le rappelait, nous, on est petit, on est bénévole et non structuré. Ça marche aussi parce qu'on est comme ça. On ambitionne de grossir un peu progressivement. Cette année, on va faire la CACL. Je ne sais pas si ça vous parle, tous ces termes qui sont un peu plus. Voilà, donc, on est sur un territoire qui est déjà beaucoup plus gros. L'année prochaine, on ambitionne d'inclure Kourou, parce que là, c'est vrai qu'on vient vous parler de ça, mais C'est voilà. ouais. D'inclure Kourou, Sinamari, et oui, probablement que l'année d'après, on passera à la Guyane entièrement, hein. C'est le but, mais le but d'y aller un petit peu progressivement pour qu'il y ait à chaque fois un petit peu de nouveauté, quoi. Et avec toujours en ligne de mire les ABC aussi et de pouvoir se focaliser sur la commune où l'ABC est en cours, c'était aussi quelque chose. Pardon. C'est connu. Les ABC, c'est l'Atlas de la biodiversité communale. C'est un outil Qui est déployé et financé par l'Office français de la biodiversité, qui a pour objectif voilà, de créer de la donnée naturaliste, mais surtout de sensibiliser, que ce soit un outil d'aide à la décision avec une cartographie des enjeux qui puisse alimenter les documents d'urbanisme. Donc, c'est une démarche qui dure en moyenne 3 ans. Donc voilà. Avec une grosse dimension sens participatif. Enfin, moi, j'ai en tête l'exemple de Saül, Oui, c'est juste énorme comment les gens de Saül sont allés à fond dans l'ABC. Et c'est une ça, belle enfin, réussite. c'est vraiment ça. Enfin, c'est un outil aussi énorme pour ça. Ouais. Ouais, je profite juste de l'occasion de l'ABC de Saül pour donc, je fais une petite digression. L'ABC de Saül, c'est vraiment lors de l'ABC de Saül que une naturaliste a un peu débarqué en Guyane, en fait. Il y avait un projet sur les champignons et
crois que c'est Mélanie Roy qui avait monté un premier projet sur les champignons. Et c'est ça qui a initié un peu la dynamique d'Inaturaliste en Guyane. Je sais plus quelles années c'était, mais sans doute 2018 ou quelque chose comme ça. Mm. Alors moi, c'est une question qui est vraiment sur une chose que vous avez dit plus au début. C'était sur l'espèce invasive qui a été observée enfin, qui a été observée pour la première fois. En fait, comment est-ce qu'on connaît son potentiel invasif en Guyane? Puisque pour Alors, l'instant, elle a pas l'air on très n'est pas nombreuse. RPTO, donc on n'a pas les données forcément extrêmement en tête. Moi, j'ai quand même en tête le fait que c'est une espèce qui est connue comme envahissante dans beaucoup de territoires tropicaux dans le monde, qui rentre en compétition avec les espèces et qui les exclut. Je sais enfin, j'avais quand même regardé ça quand la donnée était parue. J'ai souvenir que c'est que l'invasion de cette espèce, notamment dans le sud des États-Unis où il y a des congénères, a été quand même bien étudiée, y compris avec des expériences d'introduction volontaire de cette espèce sur une petite île dans un fleuve, dans le Mississippi, je crois, un truc comme ça. De Cuba. Et en Guadeloupe, ils ont été confrontés à ça. Ils ont essayé enfin, d'avoir eu une réponse un peu rapide. Et ça vient par les conteneurs, apparemment, et par les plantes qui sont importées. Donc voilà, ils arrivent de cette manière-là. Et Ils n'ont absolument pas réussi à endiguer non, le ils problème. les Ils ont essayé contrôlent tous. d'éradiquer très rapidement l'espèce. Ils ont mis un effort très important de capture et en fait, plus ils capturaient, plus ils s'apercevaient qu'ils en capturaient de plus en plus, quoi. Ah oui, donc du coup, on n'est pas structuré, mais par contre, on a réussi à faire appel aux associations et pour qu'elles puissent organiser des sorties grand public. Donc tout ça aussi d'un point de vue purement bénévolat, où il n'y avait pas de rétribution derrière. Donc on a eu du coup là, Donc ça, c'était le programme de l'année c'était le dernière. programme d'animation de l'année dernière, voilà, où il y avait pas mal une faune flore générale Aurorota, des sorties nocturnes, ornitho, une sortie découverte de la flore du littoral. Donc voilà, il y a eu Le Graine qui était très en appui avec nous sur la coordination aussi. Serato qui a fait des animations, Quata, Gepog et la Sepangui avec l'ABC de Matoury. Donc ils ont vraiment bien joué le jeu. L'Office national des forêts aussi qui avait fait une animation et l'OFB qui nous a prêté des pièges photos. Donc c'était vraiment chouette et la société, enfin la SBG aussi. Botanique de Guyane. Cette année, on s'est rendu compte aussi l'année dernière en faisant ces sorties pendant le CNC. Nous, le but, c'était de mobiliser du coup des gens parce que l'un des buts de ce challenge, bah oui, c'est d'essayer de toucher des nouvelles personnes. Donc, on avait fait ces sorties pendant et on s'est aperçu que ça va être, enfin, pour pas mal d'entre nous, c'était compliqué de gérer à la fois le côté marathon parce que on s'est quand même pris au jeu malgré tout et c'est sorti. Du coup, cette année, on organise quelques sorties un peu en amont Que les personnes aient le temps aussi de s'approprier l'application, puis s'entraîner avant, puisque quand on est à le week-end, à l'instant T, bah, nous on est à fond et du coup on est un peu là en mode mince, ça fait déjà 2h30. Et puis les personnes, du coup, la rentrée t'a donné. ah, puis allez, allez, et non. Et du coup, faut un petit temps d'adaptation. Des fois, il y a des petits francs changements qu'on a l'habitude d'autres choses aussi. Enfin, il y a toujours le temps. Donc, je pense que le faire un petit peu plus en amont, ça peut permettre aussi de mieux préparer le terrain pour tout le monde. Et puis nous, au moment du challenge purement, on a plus le temps de faire aussi nos balades et d'être un peu plus intensif, quoi. Donc là, c'était une sortie botanique en l'occurrence. Ouais, qui a bien pris le temps. Donc voilà, là c'est globalement les espèces qui ont été les plus vues pendant le CNC l'année dernière. C'est un petit florilège, voilà. Évidemment, petit florilège des espèces qu'on connaît le mieux. Voilà. Les espèces les plus faciles à observer, à prendre en photo. Voilà. Tac. Ça, c'était des espèces un peu plus emblématiques, un peu plus patrimoniales ou qui sortaient du lot, en tout cas. Voilà, ouais, ça, Tac. ouais, bah, en fait, on a déployé, on a essayé de déployer un peu des pièges photos. Donc, oui, oui. Et la biche des palétuviers aussi. Ouais, 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 on a eu des chouettes choses hein, au piège photo. Hein, la biche des palétuviers, voilà, en bas à gauche. Ouais, un héron coiffé, par exemple, sur Cayenne, c'est pas très fréquent. C'est des espèces plutôt de l'intérieur. On a eu plusieurs espèces remarquables comme ça, là, sur la.
parler évidemment de ce qui me touche le plus. Mais sur la droite, on a une photo de l'Iparis nervosa, qui était une orchidée qui a été du coup découverte à l'occasion du CNC pour le territoire de l'île de Cayenne. C'est une espèce qu'on trouve plutôt en lisière d'Inselberg et sur les forêts sur cuirasse latéritique. Là, c'était vraiment extrêmement inattendu d'avoir ça. Donc on a rajouté énormément d'espèces à la connaissance de l'île de Cayenne, mais il y a eu des choses un petit peu plus emblématiques comme celle-là. Et puis juste à gauche, toujours pour ce qui est des plantes, des photos de Radiella vanessa et de Cornutia pubescens, qui sont des espèces, un peu des espèces emblématiques de notre flore, et je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur. Donc globalement, c'est juste pour voilà, mettre quelques Ouais. petites photos, égayer et citer un peu. Donc voilà, cette année, on va être à peu près sur le même nombre de participants, même si on a du mal à se rendre compte. Donc là, je pense qu'on était à 650, mais peut-être qu'on sera plus de 700 au final à voir. Donc il y avait trois objectifs. On parlait du podium, entre guillemets, donc qui fera le plus d'observations, qui fait le plus d'espèces et aussi qui mobilise le plus. Donc, L'année dernière, on était à égalité avec la ville de New York en nombre espèces. d'espèces. Pas les gens, malheureusement. Du coup, ça se déroule en deux phases. Il y a la phase d'observation du 25 au 28 avril, donc sur 4 jours, et la phase d'identification. Donc nous, on communique essentiellement sur la phase d'observation, mais pour toucher au maximum le grand public. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on fasse aussi des efforts sur l'identification, sachant que l'identification, tout le monde peut y participer, n'importe où il se trouve sur la planète, même à distance, s'il a des compétences. Enfin, voilà, et ça, c'est un truc qu'on n'a pas enfin, voilà, fait appel suffisamment peut-être, faire un appel à l'aide, on va dire. Ouais, sachant que oui, c'est un marathon pendant les 4 jours, mais aussi après la semaine Après, d'identification qu'il y a voilà. derrière, c'est extrêmement compliqué de gérer le flux de données qui arrive. Ouais, Joachim. Voilà. Parce qu'en fait, sur iNaturalist, on n'est pas du tout obligé de mettre une photo. Donc, la question, c'est quand on indique qu'on a observé une espèce sans photo, ou avec une photo super floue, Alors, quand il n'y a comment pas ça de se passe en fait document, concrètement? Et puis quand... en plus, après, la question, c'est comment aussi on exploite cette donnée, même si c'est un petit peu hors du. si c'est au cœur de nos préoccupations quand même, Oui, hein, la mais c'est manière, enfin, hors du challenge. Ça, c'est une ouais. question pour la fin, ça. Les données sans document, donc sans photo ou son, elles sont pas retenues dans le cadre du CNC. Et globalement, on va dire qu'effectivement, on peut rentrer des données sans preuve sur une naturaliste, mais C'est à limiter au maximum, c'est pas du tout conseillé, y compris enfin, dans l'organisation du CNC, précise bien que l'objectif c'est que ce soit quand même entre guillemets enfin, sourcé, que ce soit une photo, soit un son. il y a de Et temps en temps quelques personnes qui commencent à mettre des données un peu comme ils le feraient pour Faune. Je ne sais pas si ces bases de données vous parlent. Si vous visualisez un peu, bon, en Guyane, on a Faune Guyane sur lesquelles on peut rentrer nos observations de faune au kilomètre. Voilà, les données sont validées derrière par un collège d'experts. Euh, donc de temps en temps, sur iNaturalist, il y a des gens qui débarquent et qui commencent à utiliser iNaturalist comme ils utiliseraient Faune Guyane, et en réalité, ils s'aperçoivent très vite que ils sont pas au bon endroit, quoi. Ça fait très très bizarre de mettre des observations sans preuve. Donc il y en a très très peu. Et elles sont de toute façon rejetées. Elles ne sont pas validables, ces données. Elles restent en qualité informelle. Et quand ça- Pardon. Et après, la question, c'est comment dire? Euh, c'est la question de la qualité de l'image, parce que ce que je veux dire, c'est que parfois, pour avoir une photo qui soit correcte, enfin, si vous regardez enfin, tout ce qui est Passero, etc., pour avoir la photo correcte, il faut encore que ceux qu'on l'a, ils soient au bon endroit au moment où on le prend en photo, parce qu'ils passent leur temps à se cacher derrière des feuilles. Donc, c'est un peu toutes Alors ces pour les plantes, elles questions-là, ne peuvent pas se comment. cacher, moins. Pardon. Pour les plantes, elles ne peuvent pas se cacher. Donc mais oui, la qualité des photos fait que, alors, pour chaque observation, on peut mettre plusieurs images, hein, on peut mettre jusqu'à 20 photos. Mais c'est vrai que des observations qui sont mal documentées peuvent rester non identifiées. Et donc voilà, ça reste dans les limbes de la base de données.
Donc avec l'Île-de-France, on a fait des petits visuels pour expliquer comment bien prendre en photo les bonnes pratiques, que ce soit pour les plantes, pour les insectes, pour les amphibiens. Enfin voilà, pour dire, bon bah, l'objectif c'est quand même que les données elles soient exploitables, que l'espèce soit identifiée. Donc il y a quand même des bonnes pratiques à avoir, même s'il y a beaucoup de données, que c'est des imports des fois un peu en masse, faut pas oublier que faut qu'il y ait un minimum de qualité, sinon la donnée elle sera jamais validée, et elle compte pas en fait. Donc on peut se tirer une balle dans le pied. Du coup, ça amène une question sur l'exploitation des données, parce que ça veut dire que on a effectivement un fort biais en faveur des plantes, puisque pour ce qui est des insectes, souvent les téléphones ont des zooms pas très adaptés pour les insectes, puisqu'ils ont tendance à... Enfin, la mise au point est vraiment pas bonne. C'est compliqué d'avoir, on va dire, une bonne photo d'insecte avec un téléphone. Et ensuite, effectivement, pour les oiseaux, bah, c'est compliqué à moins de mettre du son. Et du Mm. coup, et après, effectivement, on va avoir un biais vers certains taxons qui sont plus photographiables, plus identifiables, euh, plus faciles à distinguer sur photo. Mhm. Ouais, absolument. Et ça, c'est toute la question qu'il y a derrière la science participative et qui est vraiment, je trouve, Pour les oiseaux, tout ça, oui, on a challengeante. un peu le son, tout ça, mais oui, 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 les oiseaux, c'est un vrai challenge. Ça doit être le groupe le plus C'est pas connu. des- C'est vraiment des données qui sont difficiles à placer sur les naturalistes. Et l'année Mais on l'a bien dernière, vu que c'était moins, voilà, moins abondant, que c'était plus compliqué, qu'il y avait des photos aussi de mauvaise qualité. Bon, c'était pas. mais c'est vrai que, voilà, reprendre ces deux grandes bases de données qu'on a en Guyane, enfin, quand même une base majeure pour une Guyane. C'est vrai qu'Inaturalist est un complément extrêmement, extrêmement intéressant. Il va couvrir l'ensemble des groupes qui sont pas couverts par Faune Guyane et pour autant pas rentrer en compétition C'est voilà, vraiment sur les oiseaux. complémentaire. Ouais. Par rapport aux bases de données, au niveau de la flore, faut pas oublier la base de données de l'herbier, qui est un outil qui est irremplaçable. Inaturalist ne va pas remplacer l'herbier. Enfin, même si en termes de données, c'est en train d'augmenter fortement et enfin, faut continuer à collecter des spécimens. Il faudrait même éventuellement créer une émulation entre les deux outils pour inciter les collecteurs de données e-naturalis à collecter et inversement. Enfin, il y aurait une synergie à mettre en place entre les deux bases. Euh, et aussi pour rappeler que les données naturalistes, quand elles sont validées, elles sont intégrées aux bases de données internationales, que notamment le GBIF, et du coup, elles sont utilisables à grande échelle par la suite. C'est un des intérêts de l'outil. Ouais, on va passer un petit peu à la présentation un peu plus générale d'Inaturalisme, même si on va pas être très Ouais. long. Voilà, c'était pour le projet 2025 avec le territoire qui est concerné pour cette année, donc sur la CACL. Donc c'est à ça que ressemble Donc la oui, ça ne page. viendra pas jusqu'à Kourou, mais par contre, à partir de Matiti et jusqu'à Bonaventure, en gros, on est dans et la moitié de la montagne de Caux. Donc, ça laisse, Donc il y des a quand bonnes même possibilités de de balade. bons terrains de jeu. Pardon. Ouais, donc là, c'était pour le fonctionnement d'e-Naturalis. Donc, on vient d'en parler un petit peu. Mais oui, c'est un projet de science citoyenne. En fait, c'est un fonctionnement un peu de réseau social où on peut discuter entre nous, un peu où c'est facile de déposer les photos. Ça peut avoir un fonctionnement un peu plus intuitif et sexy que d'autres bases de données, en tout cas. Donc, c'est forcément donc, photo ou son. Et il y a un système d'intelligence artificielle aussi qui peut permettre d'identifier les espèces déjà vues à proximité ou non. Donc, ça peut être aussi une aide, même s'il faut bien faire attention et vérifier, parce que des fois, ça peut se planter quand même. C'est C'est pas à vraiment prendre. une plateforme qui est extrêmement ouverte sur le grand public hein, et qui fonctionne de manière très démocratique. L'aspect réseau social est absolument pas à négliger là-dedans. C'est, c'est aussi pour ça que ça marche. Ça met en lien des gens à chaque bout de la planète. C'est vraiment extrêmement intéressant et du plus béotien au plus spécialiste. Donc, Justement, vous parlez d'identification et j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que du coup, le challenge autorise à utiliser des plateformes type PlanteNet ou des choses en type bien Earthly, sûr, etc. Ah Ouais, oui, oui, bien sûr, c'est autorisé évidemment. sur ok. Et donc, l'identification. du coup, ça, vous l'avez mis en place dans les précédents. Enfin, je comprends bien, Nous, on vu les noms que l'utilise de j'entends, toute les façon botanistes, pour. je pense que la compétence, elle est là, il n'y a pas de souci. Maintenant, est-ce que je connais, moi, je suis botaniste aussi, et du coup, je connais bien PlanteNet, ces choses-là. Est-ce qu'il existe des choses pour type PlanteNet, mais adaptées aux insectes ou
ou sur d'autres clades, d'autres taxons comme ça qui pourraient vous aider justement à combler le manque Ouais, d'identificateurs aller plus Non, vite. pas, que vous avez sur. pas tellement. Il y a des choses qui existent en IA sur l'identification d'oiseaux, notamment. Ça, c'est quand même des Il y choses a qui se Bird développent avec pas les mal. sons, par exemple. eBird, Merlin, ouais, on est sur des choses qui fournissent des. Enfin, ouais, sont des Il super n'y a pas aides. un Maintenant, escargonette ou un on truc se comme balade ça, sur quoi. sur le terrain, on Je fait sais pas. écouter. Escargonette. Ah ouais. Ok. Non, Donc, non, oui, j'imagine que ça va être amené à se développer, hein, c'est sûr, hein. ok. Moi, j'avais une autre question. Est-ce que, de toute façon, vous devez récupérer aussi, si c'est sciences participatives, des photographies de personnes qui ont pris la photo mais qui n'ont pas réussi à l'identifier et du coup, c'est pas comptabilisé dans les données de ce challenge-là. Mais est-ce que, par exemple, une fois, ça a permis de mettre en évidence, avec l'intelligence artificielle de l'e-naturalist, le fait qu'on observe souvent cette espèce-là qui n'est pas identifiée, mais peut-être qu'un pays voisin, lui, il est plus fort pour l'identification de ça. Est-ce qu'on a déjà vu des collaborations entre pays qui nous permettent d'améliorer nos identifications? Bah ouais, j'ai envie de dire que pour l'instant, nous, en Guyane, c'est plutôt nous qui tirons nos voisins et on le fait. Oui, mais Et c'est ça bien. marche vraiment dans ce C'était le but de la sens-là. question. Ouais. Ouais, j'ai mis une petite carte tout à l'heure. On aura tout à l'heure la carte des données BOTA, mais oui, oui, on voit bien qu'on est bien, donc on centre quand même un niveau d'expertise naturaliste quand même extrêmement important à l'attitude comparable. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de. On attire le naturaliste ici. Ouais, 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 complètement. On est le territoire équatorial et continental de l'Europe, hein, donc Mais le ouais, ouais. système de réseau social fait que c'est facile de taguer des personnes, des experts qui sont dans d'autres pays et qu'il y a plus de liens qui se font. Enfin, après, pour l'intelligence artificielle, je sais pas, mais en tout cas, sur l'aspect vraiment pouvoir Ouais, directement discuter, alerter, dire là, on a vu ça, qu'est-ce que tu en penses? Ça fonctionne a ça priori quand fonctionne même très bien. On bien. communique beaucoup, hein, et on repère les gens qui sont actifs, les gens qui sont spécialistes de tel ou tel groupe. On va les chercher quand on a besoin. Ils viennent nous chercher aussi beaucoup. L'intelligence artificielle dit naturaliste est pour l'instant pas terrible. On voit que ça progresse, hein, de mois en mois. On voit les progrès, mais on est très très loin sur l'IA de naturaliste pour les plantes de PlanteNet, hein. Et j'avais juste une autre question sur la communication. Comme c'est sous forme d'association et de bénévolat, comment est-ce que vous communiquez pour mobiliser les gens? Est-ce que vous faites appel à la région ou à d'autres personnes pour qu'ils envoient un peu plus le paquet sur la demande ou est-ce que c'est que via du réseau, des groupes WhatsApp Alors là, c'était que via du réseau social, WhatsApp avec les personnes qu'on connaît. Moi, on avait fait des communiqués de presse. Moi, j'avais alerté les mairies, la communauté d'agglo. Bah là, je l'ai pas encore fait, mais je pensais le faire. La CTG avait été avertie l'année dernière. Mais il y a eu zéro réponse. Et en fait, bah, par mail, ça fonctionne pas toujours. Il faut aller sur place, il faut appeler, il faut se présenter. Mais en fait, on n'a pas le temps. Donc du coup, ça mériterait en fait un travail un peu plus assidu et d'aller présenter, bah, un peu comme on le fait devant vous. Il faudrait peut-être faire ça à la CTG, quoi. Mais c'est vrai qu'on n'a pas pris ce temps. On essaye des contacts un peu timides à distance, mais ça, pour l'instant, j'ai eu zéro retour. Et même au niveau des médias, il n'y a pas eu. Enfin, l'année dernière, si on aurait pu faire un petit reportage, mais on s'était pris un peu tard avec Guyane la première. Cette année, bon, on va retenter un petit peu d'envoyer en disant, bon, il y a ça qui se passe. Mais oui, là, pour l'instant, on n'a pas passé un cap. Ça restait un peu confidentiel, on va Et dire. on attend un petit peu aussi des associations qu'elles fassent passer le message, mais ouais, non, c'est. C'est pour ça qu'on se sollicitait Sasso pour qu'elle puisse un peu faire tête de réseau et après diffuser à l'ensemble aussi de leurs bénévoles et tout ça. Et du coup, à terme, ce serait d'entraîner justement cette IA pour qu'elle puisse faire les identifications un maximum tout seul et pas faire vraiment trop appel aux experts et tout ça ou... Ouais, comme tout le monde, ça nous fait quand même un peu peur, hein, d'être remplacé complètement par des machines, mais c'est vrai que bah, on voit bien aussi l'intérêt que ça, hein. Il y a quand même énormément de choses qui sont considérablement facilitées par ça. Donc si ça se développe dans le bon sens, que ça fonctionne bien, c'est quand même. Il y a des aspects positifs aussi, hein, il n'y a aucun doute, hein. Après, il faut toujours quelqu'un pour vérifier si l'IA se plante ou pas, hein, parce que elle donnera toujours un résultat, qu'il soit bon ou mauvais. Oui. Et justement, c'est pour ça les données d'apprentissage et tout ça. Est-ce que vous On, s- encouragez aussi un peu à prendre on des sait photos de mauvaise que qualité ou des trucs comme ça, justement pour entraîner un peu l'algorithme nous, on sait pas comment l'algorithme fonctionne du tout, hein, sur l'IA. Puis encore une fois, nous, on a le
enfin, pour les groupes qui nous occupent, on a globalement les compétences. Alors, il faut savoir aussi qu'en plus de l'IA, enfin, c'est une excellente plateforme pour apprendre, hein. Naturaliste, c'est absolument incroyable. Donc, on a l'IA qui va, même si elle n'est pas performante, elle va pouvoir nous dire, bah, voilà, ce que vous avez là, c'est une termite, et indiquer le nom du groupe correspondant Et en après, on peut chercher scientifique. à Et à partir de partir de là, ça. une fois qu'on a compris, oui, Ouais. comment fonctionnait une naturaliste, on est capable de faire ces petits filtres dans les bases de données, de regarder bah, quelles sont les Regarder espèces sur de le termites territoire qui sont en concerné. Guyane. On a tout de suite les réponses de celles qui sont le plus observées. Évidemment, la plupart du temps, quand on commence, on va photographier, c'est aussi les espèces les plus fréquentes. Et il y a vraiment des très larges possibilités de s'autonomiser sur une naturaliste. C'est aussi pour ça que c'est très bien pour des personnes qui ne sont absolument pas biologistes. Si elles sont un Ouais. petit peu malines, elles arrivent à s'en sortir sans problème, quoi. À ce sujet, d'ailleurs, parce que alors je sais pas si c'est sur iNaturalist ou sur Seek, mais il y a la possibilité enfin, que je trouve plutôt performante d'identifier pas à partir d'une photo, mais à partir d'un film. D'ailleurs, on fait tourner l'objectif autour de ce qu'on veut observer. Ça évite, enfin, et l'IA, j'imagine, fonctionne différemment. Et alors, du coup, euh, est-ce que ça compte comme document? Enfin, qu'est-ce qui est enregistré? Parce que là, ça, par contre, je peux. Est-ce que la rotation qu'on fait avec la caméra autour, est-ce que c'est enregistré? Et est-ce que ça compte comme preuve dans le cadre du challenge? Il n'y a pas Je de sais pas si- vidéo sur une naturaliste, par C'est contre. ça, c'est Ouais. dans SIC où on Ouais. peut tourner, qui dépend de iNaturalist, si je me souviens bien. Alors là, je ne sais Je pas suis du pas tout. pas bien au point sur les marques, moi. Mais parce il y a le SIC, ça permet justement lui, il donne pas quand il sait pas, il donne pas, il va rester à l'ordre, par exemple. Ok, ben non, moi j'avoue que je Et connais bon, pas. c'est pas Pour Planète l'instant, on hein, peut pour les pas plantes. mettre Hein. de vidéo sur une Et naturaliste, qui est d'accord. sans doute pas mal en termes de stockage, de Ok. limiter quand même un Non, mais petit ce que je peu, veux dire, quoi. c'est que par contre, oui, effectivement, oui, mais ça compte pas comme preuve. Ok. Ok. Il y avait une question là-bas, je sais pas si. Oui, merci. C'était plus une intervention sur la structuration, justement, et puis votre publicité. En fait, là, j'assiste, bon, à titre personnel par intérêt, mais aussi au nom de Christophe Proisy, qui dirige le Living Lab Magellan, qui est un laboratoire vivant, donc assez intégratif, justement, sur le territoire de la CACL. Et du coup, je ne sais pas si vous êtes en contact, si vous, enfin, ça pourrait être intéressant d'intégrer aussi ce réseau. En tout cas, lui, il m'a dit qu'il ne pouvait pas participer aujourd'hui, mais il m'a dit, indique quand même l'intérêt du Living Lab pour cette expérience, en fait. Tu travailles sur les mangroves, c'est ça? Oui, c'est un Ouais. spécialiste des mangroves et il est coordinateur. Donc, le Living Lab Magellan, c'est un, un projet scientifique de co-construction, en fait, de savoir autour des solutions fondées sur la nature. Et effectivement, il y a un peu tout ce que vous faites aussi dans ce cadre-là. Bien sûr, il y a beaucoup d'identification En aussi. tout cas, c'est sûr qu'il y a Voilà, donc, il y a clairement des ponts à faire, hein. Il y a encore, je sais plus, ce papillon En qui plus. débarquait l'année dernière et qui nous a ravagé une bonne partie des mangroves. Là, voilà, pour le coup, une naturaliste est aussi un excellent lieu pour partager ce genre d'observation et le suivre. Et c'est, encore une fois, on peut mettre des données, donc c'est vrai que ouais, ça peut être intéressant de collecter via là, hein. Mm. puis la manageuse du programme qui est Elodie Borio. Ah oui. Donc, je ne sais pas si vous les connaissez, mais enfin, ça peut C'est une ancienne être collègue, oui. intéressant de resserrer un peu ce lien, parce que là, du coup, il y a quand même les mairies qui sont quand même partie prenante aussi, Monsigny notamment. Je propose que vous finissiez la Ouais. présentation et puis qu'après on reprend les questions. C'est l'évolution des données naturalistes en Guyane, donc on voit bien à partir de 2020 là que c'est parti et que ça commence, enfin, que ça a connu une très forte augmentation. Ouais, on a une très forte progression. Alors, je pense que ça a été un peu à l'échelle mondiale, hein. Le Covid y a été pour quelque chose. Moi, j'hébergeais un pote qui était sinon coincé à Saül et il s'est mis à une naturaliste pendant le Covid et ça a été
un des fers de lance pendant les 2, 3 premières années. Donc, je pense que cet effet qu'on voit était un peu à l'échelle mondiale. Mais oui, on voit qu'il y a une extrêmement forte croissance de naturalistes en Guyane. Il y a un effet d'emballement aussi parce que bah, plus on a de données intéressantes, déterminées de manière fiable, tout ça, bah, évidemment, plus les gens vont se tourner vers cette plateforme pour aller chercher de l'information et ensuite participer. La progression on n'a pas mis les graphiques, mais la progression du nombre d'observateurs suit à peu près la même tendance et la progression du nombre d'espèces, elle est quasiment linéaire. Évidemment pas être exponentielle, mais pour l'instant, on est vraiment dans une croissance continue. Et on va passer un peu la dernière partie de notre présentation, là, sur un projet d'e-naturaliste, Flore de Guyane. Donc, évidemment, comme son nom l'indique, l'objectif, c'est de centraliser et capitaliser les données de la flore de Guyane. C'est un projet qu'on a monté en janvier 2023, donc il y a 26 mois. Donc à ce jour, on aura passé dans la journée les 44 000 observations pour 3 918 espèces. On a quand même près de 500 contributeurs qui ont versé leurs observations et 830 identificateurs. Voilà, la croissance suit bien la croissance des données globalement sur une naturaliste en Guyane. Ouais, Kinaturalist, je ne sais pas si on l'a dit, ça a été fondé du coup en 2008. C'était un projet étudiant à la base. Ça a mis un petit peu de temps à prendre. Toutes premières données versées en Guyane sur une naturaliste, c'était 2011. Pour ce qui concerne la flore, c'était courant 2015. Et donc, bah, on voit l'amorce, là, pareil, dans le courant de l'année 2020, avec là, donc, la création du projet Flore de Guyane ici. Voilà, on avait, à l'époque de la création du projet Flore de Guyane, on avait à la base un stock de un petit 9 000 observations. Donc, en 26 mois, on a fait fois 5,1. Voilà la couverture des données uniquement sur la flore. C'est la petite carte dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on voit bien, on pourrait se poser aussi la question de la couverture du territoire. On s'aperçoit qu'elle est de manière surprenante extrêmement bonne. C'est-à-dire que bah, on est là pour motiver les gens quand ils vont dans l'intérieur ou quoi, n'importe quelle mission, on est là derrière pour leur dire il faut que vous fassiez ça. Et c'est pour ça qu'on arrive à récolter quand même, enfin qu'on a réussi à collecter autant de données dans l'intérieur, hein. L'essentiel de ces données, c'est donc des données récentes, hein. C'est pas de la capitalisation de données anciennes. Et oui, on voit aussi sur les territoires adjacents, donc la MAPA ici, et au moins l'est du Suriname, qui est l'essentiel des données est actuellement produite par des naturalistes guyanais en voyage. Donc voilà, mais on voit que la Guyane ressort quand même bien. Alors oui, pourquoi la flore? Oui, je pense qu'on ne va pas avoir le temps de s'étendre trop, mais déjà, nous, on est botanistes, c'est quand même quelque chose qui nous anime beaucoup. Ensuite, la flore, c'est un des compartiments naturalistes les plus importants pour appréhender la diversité et donc l'appréhender, la caractériser, la gérer, conserver, etc. On a beaucoup d'espèces qui partitionnent donc assez finement le milieu. Euh, la flore et les oiseaux, avec les amphibiens, on va dire que sont les trois compartiments les meilleurs pour, par exemple, des études d'impact, analyser des choses beaucoup plus naturalistes, hein, mais voilà, caractériser des enjeux qu'on va voir sur certaines zones. Donc voilà, la flore, c'est un excellent compartiment, mais par contre, on manque de connaissances et on manque surtout de gens. Les naturalistes s'intéressent beaucoup plus spontanément aux animaux que à la flore. Et donc,
Pour ce qui concerne la flore, jusqu'à il y a peu, l'ensemble des données qu'on avait sur la flore de Guyane venaient de l'herbier de Cayenne. Et ça représentait donc 129 000 données de flore sur l'ensemble de la Guyane. Ce qui veut donc dire pour à peu près un peu plus de 5 000 espèces en Guyane. Ce qui veut dire à peu près 23 données par espèce. De l'autre côté, on a les oiseaux. 759 espèces, 1 265 000 données sur Faune Guyane, et donc 1667 données par espèce. 73 fois plus de données par espèce d'oiseaux que par espèce de flore. Voilà pourquoi ça nous anime aussi de promouvoir le CNC e-naturaliste. C'est que nous, par ce biais-là, on promeut aussi la botanique, la transmission de nos connaissances. Et donc voilà, on voit qu'il y avait 129 000 données disponibles à l'herbier de Cayenne. Ça à mettre en regard donc avec les 44 000 données qui sont sur Flore de Guyane, dont 35 000 qui ont été produites depuis la création de. Voilà, on voit que c'est signifiant et ces données servent quotidiennement pour, voilà, par exemple, pour Jessica qui a des avis à produire, voilà, c'est des données qui sont vraiment les bienvenus. Face à d'autres petits exemples de l'utilité de naturaliste, là, on découvre énormément de choses, hein. C'est vraiment un catalyseur de découverte. La mise en lien fait qu'on est beaucoup plus vite au courant des informations. Les choses nous remontent beaucoup plus vite. Et donc là, on a trois exemples que j'ai choisis volontairement sur les nourags, hein, qui, je pense, bien connus de vous et qu'on imagine évidemment être parmi les lieux les mieux connus, même à l'échelle planétaire, à latitude comparable. Et ben voilà, même là-bas, on a quand même des choses à découvrir et e-naturaliste a son rôle à jouer, y compris là-bas. Ou sur la droite, là, on a l'exemple de Gopertia polytricha, qui a été pris en photo en mars 2022 par Alexander Green, qui était thésard jusqu'à il y a quelques mois à Cayenne et qui bossait sur le fond de rien à voir. Il a pris cette photo, il l'a posée, il ne savait pas ce que c'était. Derrière, on a tiré son identification. Ça n'a pas été hyper simple. Et voilà, une nouvelle espèce. Donc, il y a là les données. Donc, ça, c'est une carte qui est issue du GBIF et on voit que donc c'est une seule donnée en fait qui est dupliquée et, et donc une qui est positionnée au barycentre de la Guyane. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a deux données en Guyane. Mais en gros, c'était donc cette donnée est remontée au GBIF et elle est accessible directement. À côté, on a donc l'exemple cette fois d'un genre nouveau pour la Guyane, Pilostyles blanchettis, c'est une plante parasite de la tige de certaines grandes lianes. Donc ça, c'était une observation qui datait de novembre 2013. Donc, on raconte un peu les petites histoires parce qu'on a des choses très diverses. Ça, c'était un Roumain qui était passé au Nourag et qui, lui, était un peu passionné de ce genre de plantes parasites. Et lui avait trouvé ça, il savait ce que c'était, et pendant des années, il a conservé sa donnée pour lui, parce qu'il n'avait pas d'endroit pour la mettre. Et quand il est tombé sur une naturaliste, la première chose qu'il a fait, c'était donc de placer cette donnée. Et cette donnée, là aussi, on voit évidemment qu'elle apparaît sur le GBIF, et elle a été rentrée dans les 2-3 jours dans la base de données du muséum d'Axref. Et donc, troisième découverte, on va vers les choses les plus importantes. Là, on a une espèce nouvelle, très probablement de Gesneriacea. Et là, on voit que du coup, comme cette espèce n'est pas déterminée, n'a pas de nom pour le moment, la donnée n'est pas remontée au GBIF. Et on voit bien que on comprend assez bien. Ça, c'est du coup les données de répartition du genre. Et on comprend bien que en étant aussi loin de ses plus proches parents, que ce soit une espèce très probablement nouvelle. On arrive à la fin. Là, je vous parle rapidement du plus petit bambou du monde. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler dans les milieux naturalistes. C'est quelque chose qui est maintenant très très connu. Ça fait sourire, mais c'est donc le plus petit bambou du monde qui est, vous le voyez sur la photo en bas à droite, vraiment très 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 petit. C'est une espèce qui est donc là, vous avez
la carte de répartition, donc c'est l'ensemble de sa répartition mondiale, hein. Il y a les plus proches parents, son plus proche parent, c'est au Mato Grosso, donc c'est vraiment très très loin. C'est une espèce qui a été découverte, enfin qui a été collectée pour la première fois à la fin à la première collecte, c'est dans les années 70. Une deuxième collecte au début des années 2000, elle a été décrite seulement en 2007. C'est une espèce qui est savanicole. Les savanes sont extrêmement menacées. Une espèce endémique d'un milieu extrêmement menacé et des savanes de l'arrière-pays de Cayenne qui sont vraiment sous une pression du développement et de l'urbanisation énorme. C'est évidemment une espèce qu'on surveille de très très près. On a pu dire que c'était un peu le cauchemar des aménageurs en local. Sur iNaturalist, nous, ça nous a permis de la cartographier vraiment finement. Avant iNaturalist, on n'avait pas d'image. On avait enfin, cette image de cette répartition n'était que mentale et dans la tête de certaines personnes. Maintenant, elle est disponible à tous tout le temps. Et je vous montre juste sur cette photo, je vous explique juste que elle est ici, cette petite espèce, le plus petit, c'est ici. Ici, on a un congénère qui est Radiella SNBeki. Donc voilà, on a les deux espèces de Radiella sur la même photo. Là, c'est vraiment, c'est ce que j'appelle les sous-bois de savane. Il faut soulever et on a une strate inférieure, sciaphile. On découpe en soulevant. Et donc cette petite florule des sous-bois de savane était totalement méconnue jusqu'à il y a une quinzaine d'années. Voilà, je finis juste sur une dernière espèce qui est strictement endémique de l'île de Cayenne et même de la commune de Cayenne, du coup. Cornutia pubescens, donc il n'y a qu'une seule espèce de ce genre-là en Guyane. Donc, cette espèce est extrêmement isolée. Le genre ne se retrouve qu'à, je crois, Trinidad, tout près. Donc cette espèce, pareil, elle est connue en gros que de deux stations sur Montabo et sur le Mont Bourda. Une espèce qui est extrêmement spectaculaire, très très belle. Et de par sa répartition excessivement localisée, qui est complètement menacée. Là aussi, une naturaliste a permis de cartographier complètement euh, ce qu'on connaissait d'elle. C'était pas du tout disponible. Même nous, on savait qu'elle était présente à, à Montabo et au Mont-Bourda. Voilà, là, on peut visualiser ça directement et avoir les choses en tête. Donc, je crois que. Ah oui, ça c'est pour illustrer juste la dimension un peu de lien qu'on a au travers de Naturalist. Voilà, donc ça, un exemple d'une donnée. Euh, Donc voilà un peu comment ça se présente. On valide et puis on peut ajouter des commentaires. Et il y a beaucoup. Alors évidemment, il y a plein de données sur lesquelles on va pas s'étendre, mais congratuler un peu ses collègues, c'est partie du jeu et c'est aussi ce qui fait que ça marche si bien en Guyane, hein. On a une communauté qui marche vraiment bien. On se tient au courant comme ça en se taguant. Voilà. Et je crois que. En tout cas, cette année, voilà, c'est sur la CACL. L'année prochaine, on ne sait pas trop comment on fera, mais après, chacun est libre aussi, soit de nous rejoindre, soit aussi de proposer son propre projet et que ce soit sur des territoires aussi. Enfin, c'est des initiatives qui sont libres et donc pour les éditions suivantes, tout est ouvert, tout est possible. Donc voilà, c'était juste pour préciser. Merci beaucoup pour ce fantastique exposé. Bon, donc, du coup, pour le 25-28, là, est-ce que les cours aussi, on peut participer à Kourou ou pas? Ah, du coup, ça s'arrête à Macoria. Il faut se déplacer à Cayenne. Mais de toute façon, je veux dire, à Naturaliste, on peut participer quand Du même. pamphlet. Voilà, oui, oui. Bon, ben, Je voudrais pas faire de la pub pour. Mais oui, effectivement, on peut participer même en tant qu'indépendant et il y a des projets comment ça s'appelle, le CNC Global Project, Ah quelque oui. chose comme ça. Voilà, on peut participer juste pour soi, quoi. OK. Eh ben, je pense qu'il y avait une question par ici. Est-ce que vous allez essayer, ou vous avez peut-être déjà essayé, du coup, de faire des partenariats, je sais pas, avec la réserve Trésor ou par exemple le Camp Bonaventure, si vous allez à Bélison, pour essayer d'emmener justement des gens de soit Macouria, soit de Cayenne, d'aller faire de la donnée Ah, naturaliste dans ces endroits. bah, c'était l'idée, et c'est là où on manque un peu de structuration et de temps aussi en mode bénévole, mais du coup, quand Bonaventure, on en a discuté.
Donc il y aura des missions qui vont être menées par des experts, mais qui seront du coup pas, qui emmèneront pas du grand public spécialement. On l'a pas fait comme ça. Et la réserve trésor, malheureusement pour cette année, ils étaient déjà complets niveau animation. Et en fait, comme on demande ça de manière totalement bénévole, bah, c'est vrai que les structures, quand elles ont déjà leur agenda rempli et tout ça, on peut pas leur demander de se mobiliser. Et là, on était un peu tard cette année aussi. Donc réserve trésor et réserve de co, ils étaient complets, mais c'était l'objectif, oui, de les mobiliser. Peut-être que du coup, dans les années suivantes, si on arrive à un peu structurer, à voir les choses différemment, à prendre ça à l'avance, on pourra aussi être un peu plus intégrateur là-dessus, quoi. Moi, j'avais une question par rapport à donc, la biodiversité urbaine. Est-ce que est-ce que, est-ce qu'on prend des photos aussi des espèces introduites, des espèces dans les jardins, dans... Tout ça, c'est inclus aussi. Tout ce qui est cultivé, ornemental. On manque énormément de données sur toute cette flore qui peut par la suite éventuellement se naturaliser. Pour avoir des données rien que pour la première mention en Guyane, on est encore loin d'avoir fait l'inventaire de tous les jardins et de tout ce qui pousse chez les pépiniéristes, ce qu'importent les aquariophiles. On n'a aucune donnée. Euh, enfin, on ne sait pas. Ouais, ouais. Mais oui, Ça oui, va on est, peut-être ce week-end. nous en tout cas, alors il y a évidemment différentes chapelles, mais nous on pousse énormément pour ça, hein, pour capitaliser bah, tout le vivant. Nous, on n'a aucun problème à mettre ce qui va être cultivé. Ouais. Voilà, il y a... Après, la consigne officielle au niveau du City Nature Challenge, c'est plutôt la biodiversité dite sauvage. Mais c'est vrai que nous, en local, on ne relaie pas la consigne spécialement parce que c'est vrai qu'on est intéressé par un peu tout et qu'après, on commence à semer du doute dans l'esprit des gens. Est-ce que je prends ça? Est-ce que je prends pas ça? Bah, en fait, on prend tout et on verra après, En quoi. plus, un excellent vecteur de sensibilisation, les plantes cultivées. Donc, C'est vraiment un détail, hein, c'est vraiment par curiosité. La plante dont l'espèce, une nouvelle pas le genre, là, au Nourag, là, en fait, on t'a montré une photo, là, la marantacée, voilà. Du coup, par exemple, pour avoir une identification de ce truc, c'est que la photo ou il y a quelqu'un qui est retourné? Comment ça s'est passé, en fait? ouais, c'était que la photo et oui, oui, il a fallu bien fouiller. Après, moi, j'aime bien ce groupe, donc j'ai immédiatement repéré que c'était une espèce qui était nouvelle pour la Guyane. Ça a été quelques jours quand même pour l'identifier, mais effectivement, il se trouve que j'ai forcé pour y retourner. Et, je crois qu'un an après, on y était avec Jessica sur place. Ouais, mais Mais il a fait plein de photos. Il y en a que deux que tu montres là ou il y en avait quatre ou cinq de mémoire et il a fait quand même, parce que j'imagine enfin, je connais pas grand-chose en botanique, c'est un petit peu, mais vraiment pas. lui savait pas du tout que c'était nouveau, hein. Il a pris ça en photo. C'était une fleur, c'était une jolie fleur. Une fois enfin, de retour à la maison, quand il a mis sa donnée sur les naturalistes, il a vu qu'il n'arrivait pas à l'identifier. Il a laissé ça en Goupertiaspé et voilà quoi. Ouais. Mais non, il n'avait pas spécialement fait plus de photos que ça. Mais en réalité, les photos étaient suffisantes. Les photos de simplement sa donnée étaient suffisantes pour valider l'identification, hein. C'était, comme on peut le voir sur la carte de répartition, c'était une espèce qui en réalité était, dont la présence était quasiment attendue en Guyane. Elle était connue du Suriname, du Guyana et du nord du Para. Et après, sur la SP, là, en fait, nous, on en a un certain nombre qu'on traîne depuis 15 ans, là. Symphonia SP, Viro SP, enfin, ouais. Et du coup, ben, c'est pas notre faute à nous, c'est les restes SP, je veux dire. Donc, ça va pas être un peu bloquant au bout d'un moment. Enfin, on va quand même avoir un Ici, certain bien sûr, dossier, quoi. mais Enfin, on a déjà un certain nombre. moi, à titre personnel, qui est même un peu de taxonomie, enfin, très très intéressé par ça, j'estime que j'ai à peu près 70 ou 80 espèces nouvelles de flore pour la Guyane. J'en ai décrit une pour le moment. J'espère publier ma deuxième vraiment bientôt. Euh, mais oui, c'est excessivement compliqué. En France, on ne finance pas la taxonomie. Et voilà, ça doit rester du temps libre. Donc, oui, c'est un vrai problème. Là, cette année, j'ai eu, moi, à titre personnel, une petite bourse du muséum qui devrait me permettre de décrire une dizaine d'espèces. Mais oui, oui, j'aimerais bien consacrer de plus en plus de temps à ça. C'est-à-dire que, alors, je connais vraiment rien, mais du coup, en fait, pour le Symphonia ou pour le Virola, là, qui sont quand même des choses qu'on utilise depuis très très longtemps, en fait,
J'ai compris que c'était un spécialiste qui doit donner vraiment la validation. Mais en fait, non, on peut décrire, enfin, on se connaît un petit peu, on peut décrire soi-même une Bien espèce. sûr, évidemment. Ouais, ouais. Ah ouais, je vous engage à le faire hein, d'ailleurs. Hein, ce serait un peu le prolongement de vos études. Hein, ouais, ouais, je pense que ce serait vraiment une excellente chose. Hein. Alors, le problème avec le Symphonia, c'est qu'il faudrait aller vérifier tous les autres symphoniens du reste de l'Amérique du Sud. Donc, il faudrait demander un financement qui te permet d'échantillonner depuis. C'est vraiment ça le problème sur les symphonias, parce que j'avais cru comprendre que, que les analyses moléculaires n'avaient pas été extrêmement parlantes. Si? Si, ok. Ah oui, on a 3 Et espèces à Paracou. trois espèces? 3 espèces. Ok. Ouais, bah, je ne À peux que Paracou, mais vous le problème, c'est engager qu'en fait, on ne sait pas laquelle est à aller vers un différente. peu de Donc, taxonomie il pour faudrait faire fluidifier une tes analyse connaissances. Hein. phylogénétique en incluant des échantillons un peu partout aussi en Amérique du Sud pour savoir en fait comment. Parce que sinon, tu peux finir avec. Ben, n'hésitez pas à mettre Ben, le type est à africain, donc consacrer un peu déjà, c'est. de l'argent de vos projets, même quand vous demandez des financements ou quoi, à demander un peu de financement pour la taxonomie. Hein. Je pense que c'est vraiment, vraiment utile. Hein. Combien ça coûterait, par exemple, d'identifier des arbres, hein, parce que on est sur les arbres, enfin, les plantes aussi, mais c'est quoi le coût à la louche, hein, c'est du temps de personne sur. Complètement, ça dépend. Oui, c'est exactement ça. Là, on est vraiment sur un travail de recherche où on va exhumer toute la bibliographie, donc tout ce qui a déjà été publié, aller regarder les types de ch- ouais, de chacune des espèces qui ont déjà été publiées, regarder si ça peut correspondre ou pas. Ça peut être très compliqué, ça peut être pas si compliqué que ça aussi. Hein. Dans la plupart des cas, en réalité, ça pourrait être beaucoup plus simple et en tout cas utile d'avoir des noms à appliquer à ces espèces, hein, parce que ces espèces qui sont sans nom, pour l'instant, elles peuvent pas être protégées. Après, il faut se méfier des généticiens quand on parle de botanique, parce que les espèces n'existent pas. Non, non, mais pour le symphonia, c'est des complexes, donc après, on sait Ouais, pas ouais. trop s'arrêter. Ouais. Comme c'est un continuum génétique, on ne sait pas trop s'arrêter. Ouais, Symphonia, après, enfin, voilà, en Amérique du Sud, on n'a qu'une seule espèce hein, qui est issue d'Afrique, hein, c'est ça, non? Enfin, on n'a qu'une seule espèce, qu'un seul complexe d'espèces. On n'est pas du tout dans la situation de l'Afrique où on a une diversité quand même très grande sur le genre Symphonia, non? Non, non, mais bon, je veux dire, là, on a définitivement 3 groupes d'individus qui se ne reproduisent pas entre eux, ou très, très rarement, et qui sont encore cohabitent dans le même environnement, tête à tête. Donc, évidemment, ça se comporte comme des espèces différentes. Donc, pour moi, c'est des espèces différentes, dans le sens Pour moi biologique aussi. du terme. Bon. Après. Phénotypiquement, ils sont différents aussi. En fait, mais le truc, c'est qu'avant, ben, on pensait que c'était la variabilité dans l'intérieur de l'espèce, mais en fait, non, ils ont morphologiquement des feuilles différentes, des écorces différentes. Et là, maintenant, l'idéal, c'est de pouvoir comparer aussi les temps de phénologie. Mais les premiers résultats que j'avais vus avec un master qui faisait ça, en fait, il semblerait que oui, que les différents écotypes fleurissent à des différents moments. C'est des espèces différentes, mais bon, après. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions à la salle virtuelle? J'ai oublié. Des questions? Il y a une question? Non, pas de question, merci. OK. Bon, ben, il reste juste à vous remercier encore d'avoir venu nous faire cette belle présentation. Et tenez-nous au courant de si. Bon, déjà pour cette année, j'espère qu'il y aura peut-être des participants. Mais je pense que si vous organisez un truc dans lequel il y aura Kourou, on viendra en force battre Cayenne. Ouais. Non, non, on sera ensemble. On jouera ensemble.